Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire de Recyc Québec avec nos collaborateurs aujourd'hui. Adèle de l'ECPAR, Mathieu Pinchot de la firme Stratzer et Jimmy Rémillard de Construction RDJ. C'est un webinaire aujourd'hui pour vous présenter un outil d'aide pour une meilleure gestion des matières résiduelles sur les chantiers de construction, un projet qui a été développé par l'ECPAR en partenariat avec Recyc Québec et pour lequel il y a eu quelques essais qui ont été faits par Construction RDJ accompagné par Stratzer. Donc, on va vous présenter tous ces éléments-là aujourd'hui. Donc, pour le déroulement, je vais faire une brève introduction de ce qui a mené au développement de cet outil-là. Or, par la suite, vous présentera l'outil un peu plus en détail et il y aura une période de questions à ce moment-là, si vous avez des questions plus précisément sur l'outil qu'on pourra répondre à ce moment-là. Par la suite, Jimmy et Mathieu nous parleront de leur expérience sur le terrain qu'ils ont pu vivre par rapport à l'élaboration de certaines stratégies justement pour une meilleure gestion de matières résiduelles. Et par la suite, il y aura un échange et des questions aussi pour la suite. Donc, justement, pour les deux périodes de questions, je vais vous inviter à soumettre vos questions via l'onglet Q&R dans le haut de votre écran pour pouvoir soumettre votre question et je vais pouvoir activer vos micros pour que vous puissiez poser votre question à nos participants. Pour qu'on puisse avoir certains échanges aussi par la suite. Avant de poser votre question, je vous demanderai de bien vouloir vous identifier, votre nom, le nom de votre organisation et, si applicable, votre département, si vous êtes, par exemple, dans le service des approvisionnements, la gestion immobilière ou le développement durable, par exemple, de vos organisations. Étant donné que vous êtes très nombreux aujourd'hui, on n'aura certainement pas l'occasion de répondre à toutes les questions. Donc, on va préparer un document finalement qui va regrouper certaines des questions puis fournir des réponses qui sera envoyé à chacun des participants. La question avait également été posée. La présentation sera également fournie à tous les participants, de même qu'un enregistrement de ce webinaire-là que vous pourrez partager. Donc, pour mieux se comprendre, on a dans le secteur environnemental, on a beaucoup d'acronymes. Alors, pour ceux qui sont un peu moins familiers avec certains des acronymes, je vous en présente quelques-uns aussi que vous entendrez probablement tout au long du webinaire. Donc, quand on parle de CRD, c'est vraiment pour désigner toutes les matières résiduelles qui sont générées par le secteur de la construction, rénovation et de la démolition. Un de nos partenaires, l'ECPAR, c'est aussi un acronyme donc, qui vient de l'Espace de concertation pour les pratiques d'approvisionnement responsable, qui est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le secteur environnemental. Si vous entendez parler aussi de ICI, c'est l'acronyme pour Industrie, Commerce, Institution, ce qui est majoritairement le cas des gens qui sont ici présents. Si vous nous entendez parler de LET, c'est pour un lieu d'élimination technique ou le bon vieux dépotoir où on envoie normalement les résidus ultimes. Vous entendrez aussi parler de PGMR ou de PGRC, qui signifie plan de gestion de matières résiduelles ou un plan de gestion de résidus de construction. Vous entendrez aussi parler de RDD pour les résidus domestiques dangereux. Dans le cas du secteur de la construction, on va viser certains produits comme des colles ou des scellants, par exemple, qui peuvent être utilisés dans le secteur du bâtiment. Et vous allez peut-être entendre aussi la REP pour la responsabilité élargie des producteurs, qui est une réglementation qui s'adresse à certaines matières, notamment les produits électroniques, les piles, les batteries,
la peinture, par exemple. Donc, c'est des matières qui doivent être prises en charge normalement directement par des installations. Ce qui a mené à cet outil, d'abord, si on revient un peu dans le temps, en janvier 2022, il y a eu le rapport du BAP, le Bureau des audiences publiques en environnement, qui a fait un grand état généraux sur la gestion des résidus ultimes au Québec. Donc, en janvier 2022, ils ont déposé leur rapport et ont identifié effectivement le secteur de la construction comme étant un secteur qui pouvait en faire plus pour réduire les quantités qui étaient envoyées à l'élimination. En mai 2022, le ministre de l'Environnement annonce la création d'un comité d'experts sur les résidus de CRD qui a été piloté par Recyc Québec. Donc, dans ce comité-là, il y avait notamment les représentants des municipalités, des représentants du secteur de la construction, des représentants du secteur de l'environnement qui touche les matériaux de construction et sont arrivés en janvier 2023 avec des recommandations qui ont été déposées au ministre, notamment sur des changements réglementaires. Honnêtement, les changements réglementaires, ça peut parfois être un peu long à mettre en place ou à élaborer pour pouvoir avoir un effet maximum. Donc, et parallèlement à ça, Recyc Québec, en janvier 2023, on a diffusé notre bilan de la gestion des matières résiduelles pour l'année 2021 qui a chiffré finalement à 1 666 000 tonnes de résidus de construction qui étaient envoyés dans les dépotoirs de la province, qui est grosso modo 30 de toutes les matières qui sont envoyées dans les différents dépotoirs. Donc, comme je disais, les changements réglementaires, ça peut être parfois un peu long à mettre en place. Donc, il y a un deuxième comité élargi qui a été créé en septembre 2023 où là, notamment certains donneurs d'ordre ont été ajoutés autour de notre comité. Je pense notamment à la SQI, la Société québécoise des infrastructures, qui était présent. On avait également l'Ordre des architectes qui a été invité, de même que d'autres acteurs aussi, pour essayer de trouver des solutions plus pratiques à mettre en place par l'industrie pour pouvoir justement arriver à améliorer le bilan du secteur. En juin 2024, donc ce deuxième groupe est arrivé avec 9 actions prioritaires qui sont à mettre en place d'ici l'année 2026. Donc, on a vraiment une échéance quand même assez courte et c'est ce qu'on voulait finalement que ces actions-là puissent être déployées à court terme. Une de ces actions-là est effectivement l'action 5 qui visait justement à intégrer des clauses standards dans des devis d'appel d'offres pour détourner de l'enfouissement une plus grande proportion des résidus de CRD générés par les différents chantiers de la province. Parallèlement, Recyc Québec était également présent sur un comité créé par l'ECPAR précédemment pour justement arriver un peu à cet élément-là. Et il y a finalement eu une entente avec Recyc Québec et l'ECPAR pour que justement l'outil qui a été développé puisse être soumis aux membres du comité de Recyc Québec et puisse par la suite être diffusé publiquement à au plus grand nombre possible pour avoir un impact maximal aussi. Donc, une fois que vous aurez la présentation en main, vous aurez les différents hyperliens pour accéder aux différents documents. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à Or pour la présentation de l'outil. Si en cours de présentation, comme je vous disais tantôt, vous pouvez soumettre vos questions via l'onglet Q et R et non pas, s'il vous plaît, dans l'onglet clavardage. Donc, s'il vous plaît, donc, soumettre vos questions. Puis, lorsque la période de questions on sera arrivé à la période de questions, je vous donnerai la parole pour pouvoir poser votre question. Donc, Or, je te laisse le plancher.
Merci beaucoup, Nicolas, et merci beaucoup à tous et toutes qui vous êtes connectés pour cet webinaire. Alors, comme Nicolas l'a mentionné, moi, c'est Oradel, directrice des opérations à l'ECPAR, le réseau d'organisation pour l'approvisionnement responsable de Québec, que la mission, ou dont la mission, c'est vraiment d'accélérer les pratiques d'achat responsable dans les organisations publiques et privées de la région. On a développé cet outil des clauses avec l'objectif surtout de présenter des clauses communes qu'on peut intégrer dans les appels d'offres pour l'exécution des travaux de construction, rénovation ou soit démolition ou déconstruction, comme nous on préfère souligner, afin de faciliter justement le déploiement des mesures de détournement de l'élimination de ces matières résiduelles qui vont être générées tout au long des chantiers, soit par la réduction à la source, le réemploi, soit direct aussi dans le projet ou dans d'autres projets à l'extérieur, le recyclage et la valorisation pour qu'on envoie le minimum à l'enfouissement. Alors, l'idée de développer cet outil des clauses communes, c'était aussi de faciliter le travail autant pour les donneurs d'ordre que pour les entrepreneurs. Si tu peux passer à l'autre diapositive. Alors, pour les donneurs d'ordre, c'est sûr qu'avoir des clauses communes, ça peut permettre d'améliorer la gestion des résidus de CRD en chantier avec des clauses plus claires que juste faire une bonne gestion des matières résiduelles, par exemple, pas assez de détails. Ça permet aussi de lancer un message commun et uniforme au marché. Si tous les donneurs d'ordre utilisent la même sorte d'exigence, ça facilite la vie par la suite aux entrepreneurs qui vont soumissionner pour faire ces travaux. Alors, lancer ce message commun. Être cohérent avec les objectifs de responsabilité sociétale de l'organisation, autant si on est public que privé. Et bien sûr, en bout de ligne, c'est contribuer au développement durable et à une économie plus circulaire dans la région. Pour les entrepreneurs, aussi des bénéfices. D'un côté, le fait que les clauses sont publiques, disponibles, que l'outil est partagé à largeur, ça permet de connaître à l'avance c'est quoi les exigences qui vont progressivement être intégrées dans les documents d'appel d'offres, pouvoir se préparer et améliorer les pratiques. Pour ceux qui le font déjà, ça permet aussi de se différencier. Et aussi, c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on n'a pas des objectifs de développement durable. Le fait d'améliorer nos pratiques, ça permet aussi de contribuer à ce développement durable plus général et à l'économie circulaire de la région. Alors, des objectifs aussi, des bénéfices pour développer cet outil. Alors, c'est un outil qui a été développé en format Excel où il y a plusieurs onglets. Il y a un premier onglet plus introduction à comment on utilise l'outil. Un deuxième onglet que c'est vraiment les clauses qu'on peut intégrer dans nos documents d'appel d'offres avec différentes informations. Après, il y a une sorte de liste de contrôle parce que oui, on a des clauses pour l'exécution des travaux, mais en amont, on devrait avoir fait dans la conception de nos projets certaines mesures. On devrait se doter aussi de certaines procédures et pratiques à l'interne. Et aussi en aval, il faut faire le suivi de nos chantiers. Alors, la liste de contrôle permet un peu aux organisations de dire, ben, est-ce qu'on a pensé à tout ce qu'il faut penser en amont, quelles clauses on a vraiment intégrées, puis comment on va faire le suivi par la suite. Après, il y a toute une panoplie d'annexes potentielles, des modèles de plans de gestion des matières résiduelles, des modèles pour les registres, pour les bilans. Alors, ça va dépendre un peu des organisations, qu'est-ce qu'on utilise. Et aussi, il y a un glossaire pour définir certaines des terminologies qui sont utilisées dans l'outil. Alors, si on se concentre vraiment sur le côté des clauses, c'est quoi ces exigences communes qu'on veut intégrer dans nos documents d'approvisionnement? Il y en a 5 ou sont organisés en 5 catégories. La première, c'est les plans de gestion des matières résiduelles. Ça nous prend ça pour faire une meilleure gestion. La deuxième, c'est désigner un responsable de la gestion de ces matières résiduelles dans le chantier. Ça peut être juste pour ça ou pour toutes les autres dimensions de développement durable ou même de sécurité et santé. Ça dépend de chaque organisation, mais avoir un interlocuteur, un responsable qui va faire ce suivi, c'est important. Alors, des clauses par rapport à ça. 3, formation du personnel qui opère sur le chantier, pas juste de l'entrepreneur, mais tous les autres sous-traitants qui vont mettre les pieds dans le chantier puis qui vont générer des matières résiduelles. Il faut qu'eux aussi soient sensibilisés et formés. Alors, des mesures par rapport à ça.
La quatrième, c'est si on a un plan, si on a un responsable, on peut s'assurer qu'on fait vraiment les suivis de ce qui se passe avec ces résidus. Alors, des registres, des bilans de gestion des matières résiduelles à fournir pendant l'exécution du contrat. Et finalement, des clauses de pénalité et dans certains cas aussi des bonifications en fonction de comment on intègre progressivement les clauses, on peut prévoir, si on ne remplit pas les objectifs qu'on s'est donnés avec nos plans de gestion des matières résiduelles, il faut les discuter. Des fois, il y a plein d'imprévus qui peuvent apparaître au cours des projets. Il faut les parler avec les fournisseurs, qu'est-ce qui s'est passé, essayer de les redresser au fur et à mesure. Mais quand à la fin, on fait un bilan, si les raisons de ne pas atteindre des objectifs, c'est des causes valables, c'est correct, on accepte, c'est la réalité des chantiers. Mais si on voit c'est plus un manque d'intérêt, un manque de compromis de l'entrepreneur, mais on peut prévoir certaines pénalités, comme on prévoit pour plein d'autres choses dans des chantiers de construction. Ce n'est pas juste la gestion des matières résiduelles qu'on va développer cette sorte des éléments, mais c'est comme un dernier recours et des fois peut-être des bonifications. Alors ça, c'est les éléments généraux qu'on couvre dans l'outil. Pour ce qui est le plan de gestion des matières résiduelles, les clauses nous donnent ou essayent de dire qu'il faut, une fois que l'adjudicataire va être ou le contrat va être attribué, l'entrepreneur doit définir et planifier les stratégies, les processus de gestion des matières résiduelles pour atteindre les objectifs justement des détournements. Alors, dans ce plan, on veut que l'entrepreneur nous détaille les mesures pour éviter le gaspillage, qui nous identifie un peu les natures des différentes matières résiduelles qui vont être générées. On peut estimer les quantités puis voir quelle sorte d'opération de tri, de manipulation il va mettre en place pour essayer de réduire l'enfouissement. Décrire aussi ces flux de matière en fonction des différentes étapes de travaux de construction et proposer les différents équipements nécessaires puis l'emplacement pour faire la bonne gestion et s'assurer aussi qu'il n'y a pas d'autres risques ou d'autres enjeux pendant les tri à la source. Idéalement, la liste des transporteurs et des lieux de récepteurs qui vont être utilisés, puis les filières de traitement de ces matières. Comme ça, on sait s'ils sont allés plus pour le remploi, c'est plus le recyclage, la valorisation ou l'enfouissement en bout de ligne. Et aussi, bien sûr, cette plan devrait intégrer la liste des documents à soumettre et un peu la périodicité. Alors, dans le document d'appel d'offres, on peut dire, l'entrepreneur qui va emporter le contrat doit, au début du mandat, définir ce plan. On peut demander certains éléments, si c'est un grand projet, déjà dans la soumission. Alors, c'est là que l'outil est flexible, puis ça dépend du type de projet, de votre expérience, de la capacité du marché, parce que vous travaillez avec vos entrepreneurs, alors vous savez où ils sont rendus par rapport à ces dimensions-là. On va soit demander dans la soumission, soit juste à celui qui emporte qu'est-ce qu'il va devoir développer au début du mandat. Alors ça, c'est pour le plan de gestion. Dans ce plan, on va aussi demander de prévoir l'équipement et la signalétique nécessaires pour faciliter la bonne gestion. Et s'il y a des mesures de déconstruction et d'entreposage des matériels, mais les décrire puis voir un peu comment ça va être géré, qui va être le responsable pour le réemploi. Dans certains projets, les donneurs d'ordre, il sait déjà certains éléments qu'il veut récupérer puis réemployer, soit dans le projet lui-même ou dans d'autres installations que lui ou elle a. Dans d'autres, ça peut être des débouchés qu'on trouve à l'extérieur. Alors, inclure ces mesures-là aussi dans le plan de gestion. La deuxième catégorie de critères, si on veut, c'était les formations, si je ne me trompe pas. Non, les responsables. On peut passer à l'autre diapositive. Alors, dans ces clauses-là, pour les responsables de la gestion des matières résiduelles, on veut que l'entrepreneur désigne une personne et une remplaçante qui va être responsable d'assurer la bonne gestion des matières résiduelles en chantier. On va avoir une liste de tâches que cette responsable devrait réaliser. Puis là, encore une fois, ça peut varier si le projet c'est grand ou plus petit. Mais en général, ce qu'on veut, c'est que cette personne garantisse le respect, le suivi et l'atteinte des objectifs de nos plans de gestion des matières résiduelles. Il doit préparer et garder à jour les plans, organiser et réaliser les programmes de formation, vérifier les bons déploiements de ces plans. Si jamais il y a des variations, mais voir quelles mesures on va corriger
puis aussi va faire les suivis documentaires de la performance du plan, puis ça va être l'interlocuteur ou interlocutrice avec les donneurs d'ordre. Comme j'ai mentionné, cette personne peut être quelqu'un qui est responsable de tout le développement durable en chantier, ou ça peut être juste pour la gestion des matières résiduelles. L'autre élément, la formation du personnel. Là, les clauses qu'on a prévues, c'est l'exigence que toutes les personnes qui vont travailler sur le chantier, entrepreneurs, adjudicataires ou des sous-traitants, soient formées. Il faut outiller, motiver et mobiliser les personnels. Alors, la forme de ces formations, ça peut être différent. Ça peut être une formation au fur et à mesure que les différentes équipes rentrent dans le chantier. On peut faire cette formation. On peut développer des capsules qu'on demande à tous les personnels dépassés. Ça peut être des séances d'information sur le terrain pour expliquer comment c'est le système puis qu'est-ce qui doit aller où. Ça peut prendre différentes formes. C'est à l'entrepreneur de proposer, mais dans les clauses, on veut qu'il y ait cette formation de toutes les personnes. Garder le registre des personnes qui ont été formées et c'est ça, différentes façons de le faire. C'est libre à l'entrepreneur de proposer comment il va faire ça. Puis, quand on a nos plans, nos responsables, nos personnels formés, mais ça passe à l'étape des registres et des bilans. Là, encore une fois, on a une certaine flexibilité. On peut demander minimalement l'obligation de faire le suivi des résidus, de présenter ou de remplir les bordereaux de suivi pour chaque conteneur qui sort du chantier. On appelle des fois ça aussi des feuilles de route. Compiler cette information dans des registres et des bilans partiaux ou finaux. Encore une fois, les donneurs d'ordre peuvent décider de dire, donne-moi juste les bordereaux de suivi, puis moi, je vais compiler le registre, puis je vais faire les bilans avec l'information que j'ai. On peut aussi demander à l'entrepreneur de le faire. C'est pour ça que dans l'outil, on a prévu différents annexes pour essayer de simplifier le travail autant des donneurs d'ordre que de l'entrepreneur. Et il y a certaines organisations, par exemple l'Université de McGill, qui a un formulaire en ligne pour compiler justement ces bordereaux de suivi pour les conteneurs qui sortent du chantier. Puis automatiquement, ça rentre dans un Excel, puis ça se calcule automatiquement les bilans par la suite. Alors, c'est quelque chose que le donneur d'ordre peut penser à développer à partir des annexes qu'on propose dans l'outil, cet outil informatique pour faciliter un peu ce travail à toutes les parties impliquées dans le processus. Et finalement, les pénalités bonification, comme c'est très standard dans tous les contrats, pénalité en cas de manquement non justifié de l'atteinte des objectifs. Et dans certains cas, peut-être dans le secteur public, c'est un peu plus difficile, mais dans le secteur privé, il y a des donneurs d'ordre aussi, ce n'est pas juste des entrepreneurs, il y a des constructeurs aussi. Alors, on pourrait même prévoir des bonifications si on demande un certain objectif de détournement de l'enfouissement, mais on pourrait donner des bonifications si on surpasse ces objectifs-là. Alors, des exemples de textes par rapport à la pénalité ou à la bonification. Alors, avec ça, on fait pas mal les tours au contenu de l'outil. C'est sûr que je vous l'ai présenté dans les grandes lignes. Dans l'outil lui-même, on propose la rédaction qui pourrait être intégrée, adaptée dans vos documents des vies pour l'exécution des travaux. Alors, les architectes ou les ingénieurs qui vont être dans le développement de ces plans et des vies pour l'exécution des travaux, mais ils doivent intégrer les clauses pertinentes proposées ici à l'outil puis accordées avec les donneurs d'ordre dans les plans et devis pour qu'après l'entrepreneur puisse exécuter les travaux en fonction de ce qu'on a défini. Et bien sûr, l'outil, c'est comme des maximums, c'est qu'est-ce qu'on voudrait qu'à la fin, tout le monde intègre. On est conscient que ce n'est pas tous les donneurs d'ordre qui sont rendus à la même place. Certains, ils font déjà, certains, ils demandent déjà un plan de gestion des matières résiduelles, ils demandent déjà certains objectifs de détournement des suites de l'enfouissement, surtout quand on relie nos projets avec une certification LEED, par exemple. Dans la certification, il y a déjà certains objectifs et certaines exigences. Alors, l'outil, c'est comme le maximum qu'on veut à niveau des détails du plan de gestion, à niveau des détails de responsabilité du responsable, par rapport au bilan avec toutes les différentes annexes, mais on est conscient que ce n'est pas tous les donneurs d'ordre qui sont là. On ne veut pas non plus, vous n'allez pas le faire de toute façon, mais on ne veut pas non plus que vous changez drastiquement vos pratiques puis que vous n'êtes pas à jour à l'interne, vos entrepreneurs non plus. On ne peut pas arriver à tout un paquet de demandes d'un jour à l'autre. Alors, vous le savez mieux que moi, quand vous êtes sur le terrain puis dans l'approvisionnement, c'est un processus progressif. Il faut parler
aux entrepreneurs, il faut avoir des dialogues, on veut aller de l'avant, vous êtes rendu où, qu'est-ce que vous avez besoin, puis faire cette intégration progressive, mais au moins l'outil de Close vous permet d'obtenir toutes ces informations, puis pouvoir adapter, puis intégrer un vocabulaire, puis des exigences communes pour les donneurs d'ordre au Québec. Ça conclut ma présentation. Si vous avez des questions, sinon on peut les reprendre aussi à la toute fin. Oui, ben, il y a eu une question que je vais me permettre de répondre. On a eu quelques questions relativement au coût ou à la gratuité de l'outil. Je vous confirme que c'est un outil qui est de libre usage, donc qui est disponible sur le site Internet de Recyc Québec. On prévoit que c'est un outil qui est en amélioration continue aussi, c'est-à-dire que nous, on va suivre justement ceux qui pourront l'utiliser ou nous amèneront des commentaires sur certains points de l'outil pour les ajuster, les modifier ou en faire une nouvelle version si nécessaire. Donc, ce sera un élément là, qu'on viendra mettre à jour. Donc, mais il n'y a pas de coût sur l'utilisation de cet outil-là. Et sur un point qui était mentionné dans la partie de or sur l'affichage notamment, Recyc Québec, en partenariat aussi avec la PCHQ, on est en train de faire une révision, je vais dire, pour un affichage bonifié. Donc aussi avec un acteur de l'industrie Écoterie Désourdie, donc dont Jimmy pourra nous parler dans sa présentation, pour avoir un seul système d'affichage le plus possible pour les chantiers de la province. Donc, on espère que ce nouvel affichage-là sera disponible pour les chantiers de cet été. Par contre, on ne peut pas le garantir pour l'instant, mais bref, c'est un projet qui est déjà en branle. Ouais, je voulais juste ajouter, l'outil va être aussi disponible sur le site web de l'ECPAR. Alors, c'est vraiment public, là, tout le monde peut le télécharger, l'utiliser. Puis juste pour vous dire que les clauses qui ont été proposées, on ne les a pas inventées. On est parti des documents d'appel d'offres déjà en place, déjà utilisés par les donneurs d'ordre qui faisaient partie du chantier de travail de l'ECPAR. Alors, il y avait Hydro-Québec, à l'aéroport de Montréal, la ville de Montréal, il y avait des organismes plus petits. Alors, on part aussi de quelque chose qui se fait déjà. C'est pas tous les donneurs d'ordre qui le font, mais c'est pas, on l'a pas sorti de nulle part. Il y a une base qui vient des expériences déjà en place. Et justement, l'affichage dont Nicolas parle, les liens à l'affichage, parce que la PCHQ, ils ont les visuels dans leur site web. Il y a un lien aussi dans l'outil pour pouvoir y accéder. Mais c'est parfait si ça va être plus répandu pour qu'on utilise aussi le même affichage, puis ça soit clair pour tout le monde. Merci, Nicolas. Merci. Donc, je jette un coup d'œil aussi aux questions. Pour les questions qui touchent les coûts supplémentaires des entrepreneurs, on va y arriver dans la prochaine partie de la présentation. Et donc, pour les autres, je pense qu'on va peut-être les conserver pour la fin, considérant le temps et la présentation, justement. Là, je pense que ça pourra répondre aussi à certaines questions au niveau de l'expérience du terrain. Je céderai la parole donc à Mathieu Pinchot et Jimmy Rémillard pour la suite de la présentation. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, je me présente, Jimmy Rémillard, Construction en Régie. On est un entrepreneur général basé sur la rive sud de Montréal. On fait différents types de projets, majoritairement projets publics, mais on fait aussi des projets privés, donc l'institutionnel et le commercial. Et ça fait plus de 40 ans qu'on est en affaires. Je laisserai la parole à Mathieu pour se présenter. Oui, bonjour tout le monde, Mathieu Pinchot. Je travaille chez Stratzer, donc on est des consultants spécialisés en gestion des matières résiduelles. Ça fait plus de 25 ans qu'on existe. On est toute une équipe de professionnels qui travaillent sur différents secteurs d'activité, différents services aussi offerts
toujours dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. Plus spécifiquement, au niveau de la construction, ben, comme vous allez le voir aujourd'hui, un exemple de projet qu'on a fait avec Construction RDJ. Donc, on fait des plans de gestion de résidus de CRD, la traçabilité, des stratégies aussi de conception et des formations qui sont données là, pour réfléchir un peu plus en amont là, de la réalisation de nos chantiers. J'ai mis aussi le lien sur notre site Internet avec les services spécifiques au niveau de l'industrie de la construction. Donc, la genèse du projet, j'irai à l'autre PowerPoint, Nicolas. Donc, c'est vraiment parti, c'était dans notre plan annuel. Moi et mon frère, on a décidé de dire, ben, on peut juste faire mieux au niveau des déchets au Québec, dans le monde de la construction, dans le sens où 100% de nos matériaux ou de nos déchets sur nos chantiers étaient enfouis. Fait qu'on est vraiment parti avec ce constat-là. Puis là, notre objectif, c'était vraiment de voir comment on peut faire pour valoriser davantage, puis anticiper. Dans le fond, on savait que le marché était pour s'adapter dans les prochains mois, prochaines années, puis dans le fond, avoir un coup d'avance. Donc, notre stratégie, là, ça a été de s'allier, dans le fond, avec Stradzer pour vraiment voir l'analyse des coûts et voir, tu sais, ça va te coûter plus cher, moins cher? Comment il faut la collaboration avec les partenaires, tu sais, comme généraux, on a souvent l'occasion de travailler avec différents au niveau des sous-traitants, au niveau de la conception, au niveau de plein de monde, de voir comment le marché réagissait. Puis aussi de voir à l'interne comment nos gens étaient pour réagir, parce que je vous avoue qu'après ma barre, j'avais un petit peu peur de la réaction de tous ces gens-là. Je pense je te laisserai y aller, Mathieu. Oui, effectivement. Je vais vous parler rapidement de la méthodologie qui a été employée pour le projet pilote ici. 4 grandes étapes, je dirais. Une première grande étape qui est la rencontre de démarrage chantier, c'est-à-dire que ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que on va s'imprégner un peu de ce qui va s'en venir au niveau du chantier. C'est quoi la description du projet? On va vous les présenter tout de suite après là, les projets qui ont été ciblés pour ce projet pilote-là. C'est quoi les étapes de réalisation? Au niveau des différentes étapes, c'est quoi les différentes matières qui vont être générées, qui vont être à gérer aussi au niveau des résidus de CRD. Deuxième grande étape, c'est d'effectuer les recherches, notamment au niveau des collecteurs, des différentes matières. C'est quoi les modalités de collecte, c'est quoi les formats, de contenants, les fréquences de collecte, c'est quoi les coûts, évidemment, les particularités, donc qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui est refusé. Et où vont être acheminées les différentes matières pour être valorisées. Ensuite, on met tout ça ensemble dans le plan de gestion, donc qu'on appelle le PGRC, la gestion des résidus de construction, dans lequel on va vraiment regrouper toute l'information pour décrire l'approche de gestion des résidus de CRD, la sélection des résidus qui vont être triés, les différentes particularités finalement qu'on est allé chercher là, au niveau de nos différents collecteurs et lieux de gestion. Et on va mettre tout ça ensemble là, pour vraiment planifier les opérations. Évidemment que nous, on arrive avec notre expertise, notre connaissance du domaine de la gestion des résidus de CRD, mais on vient s'arrimer finalement avec les capacités opérationnelles finalement, puis les décisions qui sont prises auprès de l'entrepreneur. Donc, on s'assoit ensemble, on présente un peu comme les différentes options, le plan de match, puis on détermine ensemble finalement qu'est-ce qu'on va faire au niveau du chantier. Et la dernière grande étape méthodologique, comme c'est un projet pilote, bien, on veut documenter, on veut suivre les chantiers et collecter des données. Donc, on va vous présenter des résultats préliminaires aujourd'hui. Donc, on vient collecter des données au niveau de nos collectes, c'est quoi les tonnages, c'est quoi les coûts. On vient aussi collecter des données au niveau du temps sur les chantiers, le temps requis pour mettre en place le PGRC, le mettre en application. Et ben, on va produire un bilan. Donc, on vous présente le bilan partiel, mais il y aura un bilan final là, plus tard dans le projet. Et bien, évidemment, on est là aussi dans le cadre du projet là, pour effectuer des suivis, pour s'assurer finalement là, de l'arrimage au niveau des opérations sur le chantier. Donc, le premier projet qu'on avait choisi, c'est un 9 logements à Boucherville. L'enjeu principal qu'on avait là, dans ce projet-là, c'est un projet d'à peu près 3 millions. C'est qu'il n'y avait vraiment pas d'espace. J'ai mis volontairement le plan
pour voir l'empiètement. Il n'y a pas de place pour travailler. Puis un des commentaires qu'on avait beaucoup de nos travailleurs, c'est ton projet n'est pas très réaliste parce qu'on n'a déjà pas de place. Fait que là, on partait avec ça. Puis en plus, là, on avait un quartier résidentiel hyper dense. Fait que là, c'était toute la matière à gérer avec les voisins. Puis tout. Fait que ça, c'est le premier. Le deuxième chantier. Puis juste pour dire, c'est un multilogement, donc on était plus dans une ambiance avec des sous-traitants qui sont davantage près du résidentiel, avec des équipes de travail complètement différentes de celui qu'on a là. Donc ça, c'est une caserne de pompiers. Donc là, on est dans un projet de 12 millions. On tombe donc dans un autre type de sous-traitance. Et là, on avait beaucoup plus de place, quoi qu'il y avait quand même beaucoup de civils à faire. Fait que c'était un peu deux projets qu'on disait, on va aller valider nos hypothèses là, dans différents types de projets. Donc, un qui est vraiment plus comme dans du commercial institutionnel, un plus dans le résidentiel, un beaucoup de terrain, l'autre pas beaucoup de terrain. Au niveau des échéanciers, donc c'est des projets qui ont démarré l'an passé, qui sont encore en cours actuellement. Mais finalement, pour les biens du projet, là, on est allé faire un premier bilan finalement là, qui a été réalisé plus tôt cette année. Mais finalement, les chantiers se poursuivent, là, puis on va faire un bilan final. Là, les chantiers vont se terminer là, vraisemblablement là, dans les prochains mois. Au niveau des matières visées, matières triées, ben, je passe rapidement là-dessus là, simplement pour mentionner finalement qu'il y a toute une liste de matières là, qui ont été visées et qui ont été finalement triées. Là, comme j'indiquais tout à l'heure, au niveau de la méthodologie, bon, on arrive avec les différentes options de récupération des matières générées sur le chantier. Puis après ça, c'est à l'entrepreneur de choisir évidemment qu'est-ce qui va être en place. Donc, dans ce cas-ci, on a quand même entre 8 et 10 matières séparées qui ont été triées dans les deux chantiers. Au niveau des résultats, donc, ce qu'on est allé faire ici, c'est de documenter un scénario de référence par rapport au scénario de tri, donc ce qu'on retrouve en situation réelle. Notre scénario de référence, bien, finalement, c'est les pratiques habituelles de l'entrepreneur. Donc, avec qui est-ce qu'on fait affaire d'habitude au niveau de nos collectes? C'est quoi les particularités? C'est quoi la destination des matières, je dirais, dans une situation standard, finalement, là, hors projet pilote. Et ensuite de ça, ben, comme je disais tout à l'heure, on va comparer avec notre scénario de tri, donc le projet pilote dans lequel on a documenté là, les différents tonnages de matières récupérées, les coûts et au niveau des ressources humaines aussi qui ont été déployées pour la mise en œuvre. Donc, on vous présente les résultats. Jimmy l'a dit tout à l'heure, un premier constat qu'on a fait, c'est que le scénario de référence, ben, c'était malheureusement un taux de mise en valeur de 0 ce qu'on s'est rendu compte finalement en questionnant le collecteur pour vraiment documenter les pratiques actuelles, c'est que tous les conteneurs de résidus de CRD mixtes étaient envoyés directement à l'enfouissement. Bon, actuellement, c'est à peu près 50% des conteneurs de CRD qui sont envoyés directement à l'enfouissement, je dirais à la grandeur du Québec. Là, donc, on est quand même dans un cas assez typique. Ce qu'on est allé voir maintenant, ce qu'on a pu aller chercher comme performance au niveau de nos deux chantiers, c'est une augmentation, bon, évidemment, assez majeure des taux de mise en valeur. Là, le scénario de référence étant à 0 Donc, on est allé chercher des taux de mise en valeur de 64 et 79 Les taux de mise en valeur, essentiellement, c'est un calcul. C'est le calcul de performance typique au niveau de la gestion des matières résiduelles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir compiler l'ensemble de nos bordereaux de collecte pour établir c'est quoi les tonnages des différentes matières récupérées. Le taux de mise en valeur, lui, on le calcule en fonction du tonnage de matières qui sont envoyées vers la valorisation par rapport au total de tonnage généré. Donc, dans le cas du taux de mise en valeur de 64 ben, si on avait, par exemple, sur ce chantier-là, généré 100 tonnes, ben, on aurait eu 64 tonnes qui auraient été récupérées et la balance envoyée à l'enfouissement. On poursuit au niveau des résultats maintenant, au niveau de la main-d'œuvre. Donc, beaucoup de détails dans cette diapo-là, mais essentiellement, ce qu'on est venu documenter, c'est une surcharge de travail
du surintendant de 2 heures par semaine et une charge de travail aussi ponctuelle du commis pour le transport des matières avec des taux horaires typiques. Donc, on est arrivé avec sur des projets de 17 semaines, finalement. Là, au moment où on a documenté, on était à 17 semaines d'avancement dans les chantiers. On était à 42 heures additionnelles, finalement, pour la mise en œuvre sur le chantier là, des pratiques de tri en chantier. Au niveau des coûts de gestion des matières résiduelles, les coûts de collecte et de traitement des matières, essentiellement, pas une grosse différence ici. Dans un cas, une légère augmentation, dans un autre cas, une légère diminution. Bon, il faut considérer quand même, puis là, c'est le cas d'un projet, mais on a fait des projets là, un peu partout au Québec. On a une réception variable, je dirais, des pratiques de tri en chantier par rapport aux organisations qui font la récupération et la valorisation des matières. Donc, ça veut donc dire qu'il n'y a pas nécessairement de tarifs préférentiels qui sont systématiquement donnés pour des matières triées à la source. Donc, on est vraiment dans une situation actuellement d'ajustement, mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'en prenant le marché tel qu'il est actuellement, on arrive quand même là, au niveau des coûts de gestion des matières avec des différences de coûts qui sont somme toute assez marginales. Donc, pour notre tour sur l'expérience, dans le fond, j'ai pris l'angle d'essayer de voir c'était quoi mes préjugés au départ, puis d'essayer de vous transmettre qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Donc, comme DG, j'avais dans la tête, je me disais, oh boy, ça va nous coûter cher, ça va ralentir nos chantiers. On avait peur de l'augmentation des coûts des opérations, que ça prenne trop de temps, puis que on ne puisse pas l'appliquer sur tous nos chantiers, notamment là, au niveau de l'espace. Comme à ce moment-là, je me souviens, je me disais que ça ne serait jamais faisable. On faisait un musée au centre-ville. Il n'y a pas d'espace. Après ça, mes surintendants, eux autres, ce qu'ils nous disaient, c'était ben, nos équipes sont déjà à bout, n'ont pas le temps de faire ça, nous autres, gérer des déchets. Fait que, tout le monde est déjà débordé. Chaque métier produit des déchets différents. Donc, qui va respecter vraiment les consignes, puis qui va vérifier si tout le monde le fait. Donc, oups, il y a une autre page, il faudrait peut-être juste reculer. OK. Les sous-traitants, le tri des déchets, c'est une perte de temps. J'avais aussi en tête de me dire, ça, c'est au général à s'occuper des déchets, c'est pas à nous. Après ça, je me disais, il va y avoir quand même une résistance. Là. On n'a pas assez de place pour mettre plusieurs containers. Celle-là, je l'ai entendu beaucoup. Parce que même à la caserne où il y avait quand même beaucoup de pieds carrés, là, plus le bâtiment est gros, plus il y a du matériel, plus il y a de la machinerie, plus il y a du civil souvent. Fait que là, on tombe aussi dans une autre gestion. Fait que ça, c'était tous nos défis et nos préoccupations à la base. Donc, les résultats, je vous dirais que quelques mois plus tard, on est arrivé vraiment avec des résultats super positifs. Au sein de mon équipe, ce que j'ai vu, c'était vraiment comme une fierté d'avoir relevé ce défi-là. On est rendu avec, pas que nos chantiers n'étaient pas propres avant, mais on a vu vraiment une augmentation considérable de, comme tout le monde doit les gérer au fur et à mesure, on a moins d'accumulation. C'est plus gênant de se laisser traîner que dans dans une situation traditionnelle. Au niveau des coûts, on a aussi, comme on disait tantôt, c'est quand même pas mal proportionnel. Mais ce qu'on voit aussi, c'est vraiment moins de surcharge de taxes de différentes opérations sur les factures de déchets. On est vraiment plus dans il y a un conteneur de bois, c'est tant d'attitude. Fait que ça fait une belle différence. Le point que je voudrais souligner, moi, j'avais un gros préjugé. Là, je me disais, ça va être difficile dans les relations contractuelles avec les sous-traitants. Finalement, on n'a eu aucune difficulté. Quand je dis aucune difficulté, c'est vraiment au niveau des sous-traitants, au niveau de la signature des contrats. Souvent, j'entends même le côté de dire il était temps qu'on fasse quelque chose dans la construction. Et même au niveau des travailleurs, parce que dans le cadre des travaux qu'on a fait avec Stradier, on a rencontré des travailleurs, puis la majorité disent ben on le fait chez nous, fait qu'on est capable de le faire au chantier. C'est un peu le discours qui était tenu par certains travailleurs. C'est sûr que ce n'est pas parfait. Là. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est tout un beau monde, mais ce que je veux dire, c'est que la résistance que je pensais avoir au début, je l'ai beaucoup moins rencontrée. Puis au niveau des clients, souvent, c'est super bien perçu parce que je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut qu'on s'améliore au Québec. Là.
Donc, les bonnes pratiques qu'on a faites de notre côté, c'est qu'on a jumelé, dans le fond, la gestion des déchets avec tout ce qui est santé, sécurité. Donc, on est allé, lors des visites, parce qu'on a des visites de prévention sur chacun de nos chantiers, et on a jumelé la visite de vérification. Ce n'est pas une visite, ce n'est pas la police des poubelles là, qui arrive. C'est vraiment plus de dire c'est quoi les bonnes pratiques, c'est quoi les questionnements, parce que sur chaque projet, là, il y a des produits différents. Il y a des produits que les travailleurs ne peuvent pas savoir quoi faire, que nous-mêmes, on apprend à chaque jour. Puis on travaille vraiment en collaboration avec Desourdi, qui est un excellent collaborateur, puis que je recommande, là, pour venir vraiment apprendre là, OK, ce type de produit-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Comment qu'on peut le faire? C'est vraiment, il faut l'avoir dans une approche d'apprentissage puis de vouloir s'améliorer. On fait aussi des séances d'information sur la gestion des déchets en même temps que nos pauses santé-sécurité. Donc, à ce moment-là, nous, on trouve important de ramener aux travailleurs qui sont au chantier le bienfait de leur effort. Parce que souvent, ils peuvent faire l'effort puis jamais savoir les résultats. Fait que des fois, de leur dire que, ben là, jusqu'à date, on est rendu à 30 ou à tant de tonnes qu'on a récupérées au lieu d'aller à l'enfouissement, ben moi, je pense que ça génère une mobilisation, puis ça a fonctionné. On a aussi fait une vidéo parce que nous, nos accueils se font de façon électronique là, par une vidéo et on a jumelé à cette vidéo-là une vidéo qui dure 1 minute. Puis cette vidéo-là, dans le fond, il vient un peu faire l'état de situation au Québec dans la gestion des déchets en construction. Puis le message qu'on voulait lancer, c'était on a besoin de votre aide, on ne cherche pas la perfection, on cherche à s'améliorer. Je pense que cette vidéo-là a quand même été bien reçue par les travailleurs. On pourrait y aller pour les recommandations. Ben dans le fond, nous, nos recommandations, c'est vraiment d'y aller avec moi, les questions que j'ai, mes enjeux que j'ai par rapport aux clauses qui sont soumises actuellement, c'est plus de dire qui va être habilité ou qui va avoir la responsabilité de juger tous les documents soumis. Quand je parle des documents soumis, c'est principalement, mettons, le plan de gestion, c'est les documents de reddition de compte. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de références. Fait que moi, c'est sûr que demain matin, il y a un document d'appel d'offres qui arrive sur un projet. Ça va être mes premières questions, puis sûrement que je n'y irai pas si je ne suis pas répondu à cet égard-là. Qui va pouvoir classifier, qui va pouvoir me répondre sur qu'est-ce qui est attendu de moi dans ces documents-là. D'autres questions que j'ai, c'est principalement au niveau des extras qui peuvent avoir lieu sur le projet, qui vont avoir inévitablement un impact sur la gestion des matières résiduelles. Une des exemples que je peux donner, là, qui nous est arrivé, le taux de 79 de la caserne est élevé parce que en exécution, donc au niveau des fondations, il y a eu une erreur, il a fallu reprendre une partie, ce qui a créé davantage d'agrégats. En créant plus d'avantages d'agrégats, ça augmente mon taux. Mais je pense que ce n'est pas la volonté de générer plus de déchets pour avoir un meilleur taux. Il y a de quoi là-dedans qu'il faut quand même continuer à penser. Puis je pense que dans les extras, on pourra en reparler peut-être un peu plus tard, mais tu sais, des fois, s'il y a un extra qui est fait au niveau de la toiture, par exemple à la caserne, nous, on a vu tout de suite dans les chiffres quand on est arrivé à l'étape de la toiture, la composition actuelle permettait aucunement une récupération. C'était des couches de membrane, puis tout ça, ça c'était directement l'enfouissement. Fait que, tu sais, pour nous, je suis comme, OK, mais comment on va gérer les extras dans une situation où ça va diminuer mon taux si j'ai un extra où je dois recommencer, quand dans le fond, tout le monde peut être de bonne foi là-dedans. Fait que c'est mes questions. Pour les pénalités, ben, j'ai ma propre position personnelle là-dessus, mais je me demande aussi encore une fois comment on va faire à la fin pour établir une pénalité si, dans le cadre de chantier, tout le monde a fait de son mieux, là, mais il y a quand même, on n'a pas atteint les objectifs. Qu'est-ce qui va dire qu'on ne les a pas atteints? Bon. Au niveau des formations, j'avais aussi certains enjeux parce que nous, on l'a fait de façon très simple. On s'entend, une vidéo 2 minutes pour les travailleurs, des sensibilisations qui sont faites dans le cadre des rencontres de santé et sécurité. Est-ce que ça serait une formation acceptable, où on s'attend à une certification? C'est des questions que j'ai. Engagement des entrepreneurs généraux, mon opinion là-dessus, ça serait d'y aller graduellement. Dans le cadre d'autres rencontres, souvent les gens parlaient de viser un 80 mettons, de récupération. Moi, je trouve que c'est un objectif qui est vraiment, vraiment. Moi, je n'embarquerais pas dans un projet comme ça, là, parce que tu es dans les meilleures situations. Là. Actuellement, je suis accompagné par des consultants. J'ai une équipe qui est vraiment mobilisée, qui est prête à aller de l'avant.
Et là, on parle de juste 2 projets parce que c'est les 2 projets qui sont actuellement sous analyse, mais j'ai 2 autres projets aussi qu'on est dans la même méthode. Puis, je ne serais pas capable d'y arriver, même si je veux vraiment, c'est mon objectif, mais la réalité fait autrement. Puis l'autre point, peut-être que Mathieu pourra enchaîner par la suite là-dessus, là, c'est vraiment, il y a toute une réflexion à avoir sur la conception en amont, parce que si la conception génère des déchets, ben là, il y a si tout l'entrepreneur est un peu dans la dernière maillon de la chaîne. C'est difficile en soumission de voir, je peux tout comprendre ça, mais je veux dire, il y a tout un arrimage à faire sur cela. Fait que, je passerai la parole à Mathieu. Oui, merci Jimmy. Puis effectivement, je peux renchérir un peu cet aspect-là de conception. Tu sais, l'entrepreneur en général, lui, exécute des travaux qui ont été réfléchis en amont, mais pas nécessairement eu d'opportunité là, de venir arrimer les choix de conception aux incidences qu'il va y avoir sur le chantier. Puis je trouve que les exemples qui ont été donnés par Jimmy sont très révélateurs. Tu sais, par exemple, une conception de toiture avec différentes membranes qui n'ont aucune opportunité de valorisation actuellement sur le marché. Bien, c'est sûr qu'un choix de conception comme ça, on ne peut pas exiger qu'il y ait une récupération de ces matières-là. Il peut y avoir évidemment d'autres considérations techniques, économiques et autres pour des choix comme ça. Cependant, il faut être certain qu'à un moment donné, il y a une certaine cohérence entre les choix de matériaux, les choix de conception et les exigences qu'on a là, au niveau de la performance de notre chantier, par exemple. On ne peut pas accuser, entre guillemets, l'entrepreneur général d'une piètre performance si, à la base, les matières qu'il a à gérer ne sont pas valorisables. D'autres recommandations, je dirais, ben, de manière globale, au niveau des clauses d'appel d'offres qui peuvent être ajoutées là, pour des projets de construction, rénovation, démolition, ben, nous, ce qu'on voit ici, c'est que c'est l'occasion de montrer l'exemple, notamment au niveau des donneurs d'ordre publics. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi les participants. Ben, soi-même, en fait, de tester l'approche par ses propres chantiers, sur ses propres bâtiments. Après ça, ben, je trouve que en fait, ça envoie un signal. Ça permet aussi de tester l'applicabilité effective avant, après ça, de se retourner et d'avoir des exigences, par exemple, sur l'émission de permis de construction. Ça permet aussi là, de développer un peu les nouvelles façons de faire. Donc, si à un moment donné, on a des grands donneurs d'ordre qui disent, ben nous, voici ce qu'on exige maintenant au niveau des pratiques de gestion des résidus de CRD, ça envoie quand même un signal au marché et ça va amener le marché à se développer aussi dans le sens qu'on veut le faire. Autre recommandation, ben, c'est de considérer les particularités régionales. Le Québec étant vaste et étendu, la réalité n'est pas la même dans des centres urbains qu'en région. On a vraiment une complexité, là, notamment au niveau de l'accessibilité aux centres de tri, aux lieux de valorisation pour les différentes matières. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de considérer ça avant d'avoir des exigences très, très spécifiques et contraignantes. Autre recommandation, un peu dans ce sens-là, c'est pour comprendre finalement le milieu d'insertion de notre projet, c'est d'aller à la rencontre du marché pour mieux le connaître. Il y a différentes façons là-dedans, puis évidemment, ça doit se faire en toute légalité. Là. Il n'est pas question ici d'avoir de la collusion, d'avantager un plus que l'autre. Ceci étant dit, c'est quand même une bonne pratique d'aller à la rencontre du marché, de connaître finalement qu'est-ce qui est disponible, où en est notre marché et nos soumissionnaires potentiels avant de lancer un appel d'offres. Ça peut se faire de différentes façons, par un avis d'intention, par des consultations, par aussi un mécanisme de questions-réponses lors des appels d'offres. Et ce qu'on mettait ici, c'est qu'on souhaite quand même que ce mécanisme-là soit pertinent pour l'entrepreneur
pour des questions comme les questions tout à fait légitimes que Jimmy posait précédemment. Qui va venir qualifier finalement notre plan de gestion, qui va venir confirmer que notre plan de formation correspond aux attentes finalement. Donc, on veut avoir des réponses qui sont précises et qui sont arrimées finalement sur une expertise. Aussi, ben, c'est inscrit là, dans le fichier là, qui présente les clauses d'appel d'offres, mais c'est important de prévoir une révision juridique des clauses d'appel d'offres et des critères de sélection pour éviter des enjeux dans l'octroi des contrats. On ne veut pas qu'il y ait d'ambiguïté le moins possible. On veut que ça soit le plus clair possible. Je dirais, dernier point pour ouvrir un petit peu la conversation, c'est d'arrimer ce genre d'appel d'offres-là dans une démarche plus globale. C'est sûr que vous arrivez en tant que donneur d'ordre, puis vous avez, par exemple, des exigences à l'égard d'un chantier, bien, c'est bien que ça cadre dans une vision plus globale de gestion de matières résiduelles ou d'économie circulaire. Au niveau des municipalités, ça devrait en fait s'arrimer dans des intentions au niveau des plans de gestion des matières résiduelles qui sont finalement les outils de planification régionaux des matières résiduelles. Donc, on vous incite vraiment à venir insérer ces éléments-là de clause d'appel d'offres dans une démarche environnementale plus globale. Donc, merci Mathieu, merci Jimmy pour cette partie. Donc, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. J'ai déjà répondu à certaines d'entre elles là, par la section de questions-réponses qu'on pourra partager éventuellement à la fin du webinaire. J'inviterai tout d'abord Madame Chantal Pitt à prendre le micro pour poser sa question. Oui, bonjour. Alors, mon nom est Chantal Pitt. Je travaille à la Commission scolaire Eastern Shores au niveau des ressources matérielles. Une des questions que j'avais, je voulais savoir, nous, en tant qu'organisme, est-ce qu'on doit développer un plan de gestion des matières résiduelles comme les entrepreneurs doivent faire ou non? Bien, c'est sûr, dans l'outil, il y a déjà comme des modèles de plans de gestion qui sont là. Donc, ça peut faire partie effectivement là, d'une soumission ou de demander au moment de la présentation de la soumission au premier plan ou que ce plan-là sera demandé au moment de l'exécution des travaux ou devra être nécessaire au moment du lancement du chantier finalement. Donc, c'est peut-être pas nécessaire d'en préparer un pour vous, c'est probablement d'utiliser le modèle là, qui est déjà disponible. Là. Merci beaucoup. Oui, j'allais ajouter que justement, il y a les modèles comme table des matières pour le plan, toutes les annexes aussi, mais si vous pensez que justement les entrepreneurs avec lesquels vous faites affaire plus régulièrement, peut-être ça va être trop dédemandé, vous faites des démarches, des séances de consultation, d'information, puis vous sondez un peu le marché, voir où ils sont rendus. On le sait que, par exemple, certaines organisations qui font un peu toujours le même type de construction, c'était une société d'État qui a des succursales, par exemple, eux, il y avait une sorte de mini-modèle des bases. Il y avait déjà comme la liste aussi des matières qui devaient être triées en chantier, puis ils faisaient comme juste ajuster un peu, puis fournir comme information de départ à l'entrepreneur qui devait comme définir exactement qu'est-ce qu'il allait faire, calculer un peu les quantités, dire la liste des les entreprises de transport puis de réception de ces matières qu'il allait utiliser, puis un peu les débouchés de ces... Alors, l'entrepreneur devait faire une partie du travail, mais il y avait quand même une partie du travail déjà faite par les donneurs d'ordre, justement pour faciliter cette tâche quand les projets sont comme toujours un peu les mêmes. Puis dans le cas de la société d'État, c'était comme partout de la province. Là. Alors c'est comme justement ce que Mathieu mentionnait, il y a différents entrepreneurs, la réalité est différente, il n'y a pas les mêmes débouchés pour les différentes matières, ni les mêmes coûts associés. C'est pas les mêmes en Gaspésie ou Joinville que dans la région de Montréal. Alors, si vous pensez que ça peut aider, l'outil vous fournit de l'information, puis vous pouvez la peaufiner pour aider les entrepreneurs. Merci pour les précisions.
Oui, Si je peux me Jimmy? Oui, c'est ça. Je ferais juste un petit. Tantôt, j'entendais là, le plan de gestion, si on peut le déposer à l'étape de la soumission. Moi, je peux vous dire que ça sera un défi. Là, pour les 2 projets qu'on vous présente, ça aurait été un grand défi de le soumettre à l'étape de la soumission. Tu sais, on pense au multilogement, par exemple. Tu sais, juste de connaître tout le type de matériaux, la quantité nécessaire à quelle étape, d'être capable de dire, OK, je vais prendre un 10 verges, un 20 verges ou un 40 verges, où vont s'en aller tous les matériaux. Il y a beaucoup de questions à répondre avant de faire un plan qui est réaliste. Fait que c'est sûr qu'à l'étape de l'appel d'offres, pour moi, faire un plan de gestion serait vraiment difficile. Je voulais juste Ouais, c'est probablement aussi parce qu'on parlait de construction quand il y a déjà un bâtiment existant, par exemple, où là, on a une démolition ou une Ouais, exact. déconstruction à faire. Là, effectivement, on peut demander un plan de gestion à ce moment-là, d'où le message aussi, je pense qu'on va vouloir passer que oui, c'est un outil qui est là, mais il y aura il y a beaucoup de cas de figure qui sont disponibles, puis c'est je dirais, c'est par des essais qu'on va pouvoir y arriver. Puis peut-être sur ce sujet-là, j'inviterais Madame Béatrice Côté à poser sa question. Si elle est toujours parmi nous. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, en fait, je me demandais si l'outil avait déjà été testé avec d'autres entrepreneurs et donneurs d'ordre, puis ben, quelle était la réception? Ben, pour l'instant, on est encore je vais dire, à le tester, c'est-à-dire qu'il a déjà été conçu avec plusieurs acteurs de l'industrie. Donc, on est, je vais dire, confiant, puis de l'industrie, autant des donneurs d'ordre que des entrepreneurs. Donc, on est quand même confiant que la réception va être bonne, mais on est au fait aussi que cet outil-là va demander de la formation ou des outils complémentaires qui seront en tout cas hébergés par Recyc Québec, notamment pour justement aider notamment à faire de la sélection peut-être de certaines matières, notamment à trier sur des chantiers. En fonction des débouchés qui sont disponibles, en fonction d'un centre de tri à proximité dans la région aussi. Donc, il y aura des éléments qui seront testés. On est en processus, je vais dire, d'amélioration continue. On vous invite déjà quand même à l'utiliser. Puis, on est très ouvert aussi si vous voulez nous faire part d'une rétroaction finalement de choses, de problèmes ou de gains que vous avez pu observer en utilisant certains éléments, ben, on va vous inviter à le faire certainement. Oui, Oui, mais j'allais dire justement, comme tu as mentionné, c'est un outil qui a été développé à partir des exigences puis des pratiques déjà en place par certains donneurs d'ordre. Alors, on a déjà cette confiance que justement, c'est pas complètement nouveau pour certains de vous, oui, pour certains entrepreneurs aussi, mais c'est quelque chose qui a déjà été mis en place. Peut-être pour revenir un peu avec les commentaires que tu as mentionnés au début par rapport au coût, là, Jimmy et Mathieu, ils nous ont montré que la réalité dans leur projet, dans les cadres de chantier de travail, pendant qu'on développait l'outil, c'était aussi des questions qui ont été soulevées par ceux qui avaient moins d'expérience. Puis certains nous disaient que des fois, c'était difficile pour eux de départir les surcoûts juste de la gestion des matières résiduelles parce que c'était dans des cadres de projets où peut-être ils demandaient la certification LEED, par exemple, où il y a comme beaucoup plus d'exigences par rapport aux matériaux puis plein d'autres choses. Mais il avait été mentionné que entre un projet LEED puis pas LEED, la différence des coûts, c'était 4% en tout, là, gestion matières résiduelles, matériaux, tout ce que ça implique. Puis la gestion des matières résiduelles, ça ne faisait pas la grosse partie de cette augmentation des coûts. Puis, un exemple qu'on avait aussi dans la région, la régie de gestion des matières résiduelles de la Gaspésie, eux, ils ont fait un projet de déconstruction. Puis
prix au complet, étant donné que justement les coûts d'enfouissement dans la région en Gaspésie sont vraiment élevés. Toutes les déconstructions, reventes de certains matériaux puis réemploi, il y avait eu des bénéfices économiques. Pas dans l'exécution de la démolition toute seule ou de la déconstruction toute seule, mais quand ils prenaient toute la vente des matières qui a été faite puis la réduction des coûts d'enfouissement, c'était positif du point de vue économique. Alors, est-ce que les clauses ont été testées, celles qu'on a proposées? Oui, un peu. Puis la question des surcoûts ou non surcoûts, ça dépend beaucoup, mais en général, les surcoûts étaient pas très grands ou même pas des coûts ou des bénéfices même. Mathieu, un complément? Oui, en fait, ce que je voulais dire, peut-être une précision, là, c'est que les chantiers sur lesquels on a testé l'approche de tri et qu'on a documenté au niveau de construction RDJ, c'était pas directement lié au projet là, de clause d'appel d'offres. Ceci étant dit, il y a quand même des éléments qui viennent se rejoindre. Là, on s'entend que beaucoup d'éléments, en fait, je veux dire, tous les éléments qui ont été mis en place ici, là, c'est des éléments qui se retrouvent là, dans le document des clauses d'appel d'offres. Je dirais pas que c'est un add-on. Là. En même temps, des bonnes pratiques, c'est des bonnes pratiques. Là. On n'a pas réinventé la roue. Ce que je voudrais simplement vous dire, finalement, là, une recommandation que je pourrais faire en lien avec la question qui avait été posée, c'est si vous souhaitez commencer finalement à mettre en place des bonnes pratiques, ben, c'est d'y aller graduellement, mais c'est aussi de documenter, un peu comme on l'a fait là, dans le cadre des projets avec RDJ. Documenter, c'est quoi les incidences de ça? Parce qu'on part avec nos préjugés, comme ce que Jimmy a mentionné tout à l'heure. On part avec des préjugés au niveau du temps, de l'organisation de l'espace, des coûts, de la disponibilité puis de la réceptivité de la main-d'œuvre, mais il n'y a rien comme de le tester. Mais pour vraiment profiter d'un test qu'on va faire, ça va vraiment être un projet pilote et on va venir documenter finalement les incidences de ça. Donc, après ça, on part en connaissance de cause et du côté du donneur d'ordre et du côté de l'entrepreneur aussi, parce que l'entrepreneur pourrait bien majorer de façon importante son coût en se disant je vais me protéger parce que j'ai l'impression que si ça, mais il n'y a rien comme de le tester pour voir concrètement comment ça se passe et c'est quoi les incidences finalement que ça peut avoir au niveau de mon chantier. Oui, puis ton commentaire répond aussi à certaines questions qui ont été posées, notamment est-ce qu'il y avait des exemples de territoires, de villes, de municipalités qui ont pu mettre ces clauses-là dans l'ensemble de leur devis d'appel d'offres? Est-ce que ce sera des clauses qui vont devenir obligatoires dans un avenir rapproché? Ben, c'est pas vraiment le cas. Je pense que comme Mathieu vient de le dire, c'est mieux d'y aller peut-être par petits pas, de cibler un projet pour commencer, de voir les impacts que ça donne, la réaction du marché aussi face à ces nouvelles clauses-là, puis par la suite, reprendre ces éléments-là pour un prochain projet, puis construire, sans mauvais jeu de mots, sur les différentes expériences qu'il peut y avoir à ce niveau-là dans les différents projets qui sont menés aussi, là. Puis le marché peut s'adapter aussi en conséquence, parce que s'il y a juste un élément qui est ajouté ou un élément en particulier, ben, c'est plus facile pour l'entrepreneur. Jimmy, tu pourras me corriger là-dessus, mais c'est plus facile pour l'entrepreneur d'évaluer les coûts supplémentaires ou des coûts similaires qu'il pourrait y avoir par rapport à ça, que s'il y a un ensemble de critères qui sont arrivés, que là, l'entrepreneur peut peut-être peser plus fort sur le crayon, justement, étant donné que ça provoque plus d'incertitude finalement sur l'atteinte d'un peu tout ça, là. Je confirme ta vision. Nous autres, c'est sûr que plus il y a d'incertitudes, plus on veut pallier à ça. Fait que, effectivement, si c'est juste une petite bouchée à la fois, ben, on est capable de les prendre puis de s'assurer de respecter la demande puis que tout le monde soit. Qu'on ait répondu aux demandes. Pour la prochaine intervention, c'est un commentaire, donc je me permets de lui donner la parole pour le donner. J'inviterai Madame Mélanie Roux à émettre son commentaire. Vous pouvez activer votre micro si vous êtes toujours là.
Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, bon, je pensais pas avoir à le dire de vive voix, mais en même temps, ça me fait plaisir. J'avais juste écrit un gros bravo à Construction RDJ pour votre initiative parce que effectivement, moi, mon nom, c'est Mélanie Roux. Je suis à l'approvisionnement pour la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague en Montérégie. Puis, je trouve ça le fun d'avoir un exemple concret d'un entrepreneur qui est prêt à mettre en place là, les mesures nécessaires pour bien gérer les matières résiduelles. Alors, bravo. Merci, merci. Je vais transmettre à mon équipe qui ont fait. Merci de vos commentaires. D'ailleurs, sur les outils qui a eu lieu, on a eu quelques questions au niveau de la vidéo qui a été, dont tu mentionnais, Jimmy, si c'était quelque chose qui pouvait être, soit qui pouvait être partagé ou comment ça avait été produit. Donc, je ne sais pas si tu avais un commentaire à cet effet-là. C'est une vidéo qu'on a faite maison, qui est dans le fond, ça dure à peu près 60 minutes, là, mais c'est vraiment plus au niveau des statistiques puis une demande d'aide. C'est sûr que je ne suis pas sûr que je la partagerai, mettons, à tous, parce qu'il y a quand même eu des frais d'investir là-dedans. Mais je peux peut-être voir là, au niveau, je ne suis pas un expert technologique, mais peut-être qu'on peut la partager juste pour un visionnement. Moi, je n'ai pas de problème là, si c'est juste pour du visionnement. Je vous reviendrai peut-être, Nicolas, avec peut-être une solution là, si les gens veulent la consulter. Parfait, oui, on a eu quelques questions à cet effet-là. Donc, ce sera peut-être un cas par cas à ce moment-là. J'inviterai maintenant peut-être M. Éric Wenzel à poser sa question. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Bon, Éric Wenzel, je suis dans l'équipe d'environnement à TELUS. La question que j'avais, c'était sur les chantiers, est-ce que vous avez observé ou même mesuré des effets collatéraux bénéfiques à la mise en place là, des meilleures pratiques de récupération? Entre autres, là, sur, mettons, une augmentation de la productivité parce que tout était mieux rangé et que c'était plus facile de démarrer le chantier le matin parce qu'il n'y avait pas des résidus qui étaient un peu partout, ou s'il y avait des matières qui avaient pu être réutilisées, triées et réutilisées dans le chantier, donc qui amenaient des économies là, sur l'approvisionnement, ou même réutilisé ou maintenu en réserve pour être utilisé dans d'autres chantiers. On n'a pas d'études, je n'ai pas de chiffres là-dessus, mais je voudrais que la plus grande, comme je disais tantôt, c'est vraiment la propreté des lieux. Effectivement, c'est sûr que là, on était plus capable de voir les matériaux qu'on pouvait garder pour faire, mettons, différents travaux, des temporaires ou des affaires comme ça. Ça a aidé. On a aussi, je te dirais qu'au niveau de la fierté, puis les travailleurs avaient besoin plus de se parler peut-être entre eux autres pour cette gestion-là. Fait que je pense que ça sera un côté positif, mais je laisserai peut-être Mathieu si tu as vu d'autres dans le cours du projet, si tu avais vu d'autres choses. Oui, ben en fait, j'aurais le goût d'élargir un peu sur notre expérience à travers les projets réalisés dans d'autres chantiers. Ce qu'on se rend compte, là, c'est que, en fait, en accordant une importance à la gestion des résidus de CRD, on voit en fait des opportunités dans le conteneur. Là, ça a l'air drôle dit comme ça, mais il y a une prise de conscience à un moment donné de c'est quoi les matières qui sont mises dans le conteneur, puis pourquoi est-ce qu'elles se retrouvent là, et est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Est-ce qu'on aurait pu, par exemple, des balances de matériaux qui sont commandées en surplus, sont mis dans les conteneurs de CRD juste par simplification finalement, mais quand aussi à table, on s'en rend compte que, OK, ben, finalement, il y en a quand même beaucoup, et là, ben, on peut dire, OK, ben, on va venir les garder à part, les protéger des intempéries, par exemple, puis aller les entreposer ou les passer sur d'autres chantiers, des choses comme ça. On a vu vraiment à plusieurs occasions des opportunités qui ont émergé de cette prise en considération-là des matières là, qui étaient mises dans les conteneurs. Vraiment sur l'aspect réemploi, mais si je pense aussi à un peu la prise de conscience, c'est que en ayant une observation de ce qui est jeté et de ce qui peut être effectivement récupéré et de ce qui ne peut pas être récupéré. Je reprends l'exemple des toitures qui a été mentionné tout à l'heure. Ben, on en vient à un moment donné à remonter un peu sur des choix potentiellement de conception
On a vu, je ne veux pas le nommer nécessairement, là, mais on a un entrepreneur avec qui on a travaillé par le passé qui a fait cette démarche-là sur plusieurs années. Là, et on en est arrivé finalement avec des chantiers où il y avait des taux de mise en valeur dépassant les 95 %. Mais pourquoi? Pas juste parce que l'entrepreneur est efficace ou bien organisé ou fait affaire avec les bons fournisseurs de services, de collecte, etc., mais aussi parce qu'il y a eu des choix de conception qui ont été faits en prenant en considération le résidu généré sur le chantier. Donc, je dirais que de s'impliquer dans un projet de gestion des résidus de CRD, ça amène d'autres prises de conscience et éventuellement des changements de pratiques qui peuvent être assez bénéfiques d'un point de vue environnemental. Puis ça, est-ce que vous avez été capable de voir si ça faisait bouger l'aiguille, comme on dit là? Est-ce que ça a une incidence financière sur les budgets, même si c'est là, 1 ou 2 est-ce que, là, ça ne semble pas l'avoir mesuré, là, mais est-ce que par vos expériences, vous pensez que tous ces éléments-là mis ensemble, là, le fait qu'il y ait une meilleure conscientisation, qu'il y ait une meilleure adhésion des employés, que les chantiers soient plus propres, qu'on évalue là, des possibilités de conception, puis de récupération, puis d'optimisation des matériaux, est-ce que vous considérez que ça a des bénéfices économiques? Oui, vaste question. J'ai l'impression que c'est à moi de répondre. Mais effectivement, on n'a pas documenté l'ensemble de ces éléments-là. Par contre, comme on l'a présenté précédemment, on a documenté certains éléments spécifiques au niveau du tri en chantier. Mais puis on est au début, hein, c'est les premiers dans les premiers projets de tri en chantier qu'on fait et qu'on documente. Mais on voit tranquillement émerger ces bénéfices-là. Un autre chantier sur lequel on a travaillé qui était une rénovation d'un duplex. C'est un appartement qui devait être vidé complètement. Donc, le mobilier qui était présent dans cet appartement-là, les caissons d'armoire, tout ça, devait être mis dans un conteneur, puis on a estimé que ça allait remplir un conteneur. En s'attardant à la gestion des résidus de CRD, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un potentiel de réemploi sur ces différentes matières-là. Ce qui fait que c'est, bon, je vous passe les détails techniques, mais essentiellement, ça a été remis sur le marché et il y a des gens qui se sont intéressés à ça et qui ont décidé de payer finalement pour acquérir ces différents éléments de mobilier-là. Ce qui fait que d'un côté, on a évité d'éliminer l'équivalent d'un compteur de matière avec les coûts qui sont liés à ça. Et de l'autre côté, finalement, on a généré une valeur en remettant sur le marché ces différentes matières-là. Même si ça avait été simplement donné, ça aurait été beaucoup plus profitable que d'envoyer ces différentes matières-là dans un conteneur là, vers même un centre de tri ou un lieu d'enfouissement. Donc, on a quand même des indices pour certains éléments pris ponctuellement comme ça qui nous amènent à croire qu'il y aurait des bénéfices. Mais après ça, c'est vraiment du cas par cas. On s'entend. Puis là, je vais terminer mon point là-dessus. C'est sûr que si on se rend compte qu'on gaspille énormément de matériaux neufs, mais c'est sûr qu'en prenant en considération cet aspect-là, puis en étant un peu mieux géré au niveau de ces pertes de matériaux neufs-là, c'est sûr qu'on va générer des économies en arrière, mais on part de finalement de mauvaises pratiques vers de très bonnes pratiques. C'est sûr que le gain va être beaucoup plus important. C'est vraiment, vraiment du cas par cas, mais il y a définitivement quelque chose de positif là, au-delà de la simple gestion du résidu en tant que tel. Puis si je peux me permettre un complément aussi, on parle beaucoup de conception, puis là, je m'adresse à certains architectes là, qui s'étaient inscrits, effectivement, que vous avez une partie de la clé pour la réalisation de certains objectifs, justement, que le choix des matériaux va amener des conséquences au niveau, le choix de la conception du bâtiment va amener des conséquences sur les matières qui sont générées. Puis il y a effectivement des gestes qui peuvent être posés déjà au moment de la conception pour justement atténuer les effets. Puis quand on est en présence, par exemple, déjà d'un bâtiment existant, bien, effectivement, qui pourrait avoir
du réemploi qui peut être fait à partir des matériaux qui composent déjà le bâtiment qui est existant, qu'est-ce qui peut être conservé à l'intérieur de ça. Puis je sais déjà que vos clients vont avoir des questions par rapport à ça aussi, mais ça reste aussi un élément qui peut être suggéré justement aux clients, puis de voir tous les impacts que ça peut avoir tout le long de la chaîne finalement. Puis même chose aussi si on élargit un peu le débat au niveau de la conception du choix des matériaux. C'est sûr qu'il y a beaucoup, d'organismes qui fonctionnent aussi de cette façon-là. C'est qu'il y a un budget de construction, il y a un budget après ça d'opération incluant les réparations ou l'entretien qui pourrait venir de l'édifice qui a été conçu, qui va être construit. Donc, mais s'il y a des choix qui sont faits au moment de la construction qui, oui, vont augmenter les coûts de construction, mais peut-être qu'on va réduire les coûts d'opération qui vont avoir lieu pendant la durée de vie du bâtiment. Donc, c'est des éléments qui sont aussi à considérer, mais là, c'est peut-être un peu plus par le client à ce moment-là pour tout ça, là. Ouais, puis je vais rebondir, justement, j'ai partagé dans le clavardage des ressources qu'on a faites pour la conception, pour la circularité, là, alors pas juste la gestion de matières résiduelles, mais en bout de ligne, c'est ça que ça va être affecté. Puis il y a une étude de cas d'Hydro-Québec qui justement, il avait fait la réfraction des deux de leurs bâtiments. L'équipe d'architectes, ça a été par hasard les mêmes dans les deux projets. Dans le premier, il était partant, il n'était pas prévu dans le document d'appel d'offres de conception, mais dans les discussions justement des démarrages du projet, ils ont amené les points, puis autant les architectes que les ingénieurs étaient partants pour s'impliquer, mais ils étaient quand même plus frileux, si on veut, à qu'est-ce qu'on peut réutiliser, qu'est-ce qu'on peut pas. Tandis que dans le deuxième projet, après avoir fait cette première expérience, après avoir fait un premier inventaire dans ce premier projet de qu'est-ce qu'on retrouve, qu'est-ce qu'on peut réemployer sur le chantier, qu'est-ce que Hydro-Québec voulait réemployer dans d'autres installations. Après cet exercice, dans le deuxième, ils ont amené tellement plus d'idées, d'options, puis quand on le conçoit, si on prévoit les réemplois quand ce n'est pas une nouvelle construction, mais c'est sûr que ça amène des réductions des frais dans l'acquisition des nouveaux équipements qui sont plus importants que l'entreposage potentiel qu'on va avoir à gérer puis s'occuper. Alors, cette idée aussi que Mathieu a amenée, puis Nicolas aussi, on commence, les équipes, on est plus ou moins prêt, mais si on commence dans la conception, on gagne l'expérience, on réduit les impacts par la suite, puis cette vision aussi des coûts, on le sait qu'on a les budgets qu'on a, puis la façon, surtout dans le secteur public, que des fois on gère les budgets, c'est pas l'idéal pour intégrer certaines conceptions, puis certaines idées de développement durable, mais c'est un des éléments qu'on peut vraiment prendre en considération pour faciliter l'opération puis la gestion fin de vie de ces bâtiments. Merci beaucoup. Merci. Donc, le temps avance. On a encore pour peut-être quelques questions. J'inviterai Madame Anaïs Venegas-Gagnon à poser sa question pour Jimmy. Bonjour. Un instant, j'ai retrouvé ma question. Oui, mon nom est Anaïs, je travaille à la ville de Sherbrooke au bureau de l'environnement. Monsieur Rémillard, ma question c'était, est-ce que vous recommanderiez que les donneurs d'ouvrages comme les villes mettent dans les appels d'offres des clauses sur des pratiques de gestion obligatoires plutôt que sur des objectifs de détournement des matières? En d'autres mots, est-ce que ça serait mieux de mettre de l'avant les moyens plutôt que les résultats? Puisque, comme vous expliquez, là, les entrepreneurs n'ont pas de contrôle sur la conception du bâtiment, puis non plus sur les débouchés. Je partage votre opinion. C'est sûr que pour moi, ça serait plus rassurant de me demander de mettre des moyens en place que d'atteindre des objectifs. Ça, c'est sûr que si tu me demandes de faire un plan, il va en avoir un, il va être bien fait. Ça me rassurerait. Effectivement, je réponds par la positive à votre question. Puis si je peux me permettre, parce que j'ai la parole, j'ai oublié de préciser, dans le cadre de notre projet, il y a un enjeu qui a été vraiment aidant, c'est que les villes nous ont vraiment aidés. Ils nous ont permis de, mettons à l'étape de l'excavation, d'avoir les cueillettes sélectives pour notre roulotte de chantier. Ce qui veut dire, c'est que
tout ce qui était, pas les matières de construction, mais les matières du quotidien, là, le cup de Tim Hortons, les restes de lunch, puis tout ça, pouvaient aller dans la cueillette sélective à chaque semaine, ce qui nous permettait de ne pas avoir un container en permanence juste pour avoir des... Fait que ça, c'est vraiment une pratique si vous voulez aider les entrepreneurs qui sont vraiment... qui nous permettent de garder les bons containers pour les bons moments plutôt que d'avoir un container en temps plein, mais juste pour mettre des cups. Fait que je le précise, on ne l'avait pas précisé. Oui, c'est un bon point parce que cet élément-là de matière résiduelle générée par les employés d'un chantier, c'est considéré comme une plaie par les centres de tri de matériaux de construction par la suite. Donc, eux ne veulent pas avoir les restants de lunch, de restauration rapide ou autre matière qui a pu être générée par les employés du chantier. Donc, si c'est possible pour soit les villes de fournir des équipements de collecte, que ce soit un bac de déchets, un bac de récupération, un bac de compost pour justement la roulotte de chantier, pour certains types de chantiers, c'est déjà un point qui va aider. Et puis, sinon aussi, de fournir, c'est ça, de fournir ce genre d'équipement-là pour les employés du chantier, ça va déjà aider beaucoup. Excusez-moi, j'ai été distrait vers la fin. Donc, je vois qu'il reste 5 minutes. Je voudrais peut-être juste vous faire une brève conclusion sur justement certains points qu'on considère qui sont des points clés pour améliorer les résultats puis faciliter la transition finalement, parce que ce qu'on propose par cet outil-là aussi, c'est vraiment des changements dans les pratiques. Donc, pour gérer, et toute gestion de changement doit un peu s'accompagner de certaines étapes. Donc, ce que vous devriez retenir finalement, c'est aussi de penser à faire un changement, comme on disait, de faire un changement graduel. Donc, de regarder à peut-être intégrer un élément dans un projet pour commencer, voir les résultats, puis peut-être à ce moment-là, réintégrer ce même élément-là dans plusieurs autres de vos projets ou ajouter un nouvel élément par la suite dans un projet supplémentaire, ce qui fait que sur une période qui peut être relativement courte, vous pourrez mettre en place déjà plusieurs mesures pour l'ensemble de vos devis, puis l'écosystème, les entrepreneurs sur le territoire ou les architectes qui œuvrent autour de vous vont pouvoir s'adapter à tous ces nouveaux éléments-là. On en parle aussi, c'est que la clé du succès va reposer sur la planification, puis il y a quand même plusieurs éléments à planifier. On parle de planifier l'environnement du chantier, donc qui sont les acteurs autour du chantier en termes de récupérateurs, de centres de tri, d'éventuels recycleurs. Est-ce qu'il pourra y avoir même d'autres projets qui pourront réutiliser certaines des matières quand on a, encore une fois, un bâtiment existant? Planifier l'exécution, donc ce qu'un peu Jimmy et Mathieu ont présenté. Il y avait des besoins de justement de savoir qui allait faire quoi, comment ça allait se dérouler directement sur le chantier, planifier la communication justement entre les différents acteurs, que ce soit le donneur d'ordre, l'architecte, l'entrepreneur, les employés, les sous-traitants qui vont œuvrer à l'intérieur d'un chantier, et planifier le contrôle parce que d'avoir des résultats, c'est toujours encourageant aussi pour tout le monde dans la chaîne, de voir où on est capable de s'améliorer, quels ont été les résultats des mesures qu'on a pu mettre en place. Puis finalement aussi de retenir que chaque projet est unique. Donc, ça va être difficile de faire des solutions mur à mur, que ce soit pour nous d'offrir des solutions mur à mur pour le Québec au grand complet, pour les différents acteurs qu'il peut y avoir sur le terrain. Donc, on a un outil qui se veut polyvalent, modulable en fonction des différents projets, mais vous êtes au final les derniers acteurs qui pourront choisir les bonnes pratiques, les bonnes mesures à mettre en place, les bonnes clauses qui pourront s'appliquer
pour chacun des projets. Je reviens à mon idée que j'étais mêlé tantôt, où il n'y a pas juste les municipalités qui peuvent offrir des équipements de récupération. Si vous gérez un gros établissement puis que vous avez un petit ou un moyen chantier dans votre établissement, ben, ça peut être de demander aux services ménagers d'offrir effectivement un bac de déchets, un bac de récupération pour les employés qui vont être présents sur le chantier. Donc, si vous êtes à, par exemple, un cégep ou une université, ben, ça peut être justement des choses qui peuvent être fournies par l'institution pour justement les employés du chantier, puis décontaminer certaines matières qui viendront des chantiers. Donc, on est à peu près au bout du temps. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation. Comme je vous l'avais mentionné, la présentation sera offerte à tous. Nous avons eu vos courriels, donc la présentation vous sera envoyée. Les questions qui n'ont pas été répondues feront l'objet d'une analyse et un document complémentaire là, qui sera également partagé au reste des participants. Et l'enregistrement de ce webinaire sera également disponible pour consultation. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Bonne journée. Merci. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.